Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce midi pile. On expliquera un petit peu la formule. Merci aussi d'être présents à vous, les députés, non seulement pour votre investissement, mais aussi cette semaine. On sait qu'elle est particulière et puis on se dit peut-être que finalement organiser un débat démocratique sur une question qui touche aussi à la démocratie, c'est peut-être une bonne réponse cette semaine, en tout cas, à apporter. Alors, comment ça va se passer? Je vais vous poser 2-3 questions, vous y répondrez tour à tour, et puis après on laissera évidemment un petit temps d'échange et de questions avec le public. Et alors, de toute façon, c'est la formule des midi piles, vous serez tous libérés pour les plénières, donc ne vous inquiétez pas, c'est le principe, on sait bien, on est à 2 pas des parlements. Alors, on lance les midi piles, forcément l'idée c'est d'organiser quelques midi piles d'ici le 9 juin 2024, donc les élections, il y en aura plus ou moins une dizaine. Les 3 prochains, je vous donnerai les dates tantôt, mais seront consacrés notamment à notre système carcéral, à la question de l'encadrement de la drogue aussi, et puis on ne se refait pas la question de la laïcité aussi dans la Constitution, et puis au premier semestre 2024, on aura encore d'autres sujets qui atterriront sur la table. Donc merci en tout cas d'être présents à tous les partis. C'est toujours des espaces de dialogue, c'est ce qu'on veut ici au Midi Pile, voir un petit peu les points de convergence aussi, des espaces de dialogue, mais en tout cas loin du tumulte médiatique. Et voilà. Donc Christophe de Bequelard pour les engagés, Mathieu Billet pour l'EMR, Khalila Ouasti pour le PS, Sophie Roni pour Défi, Guillaume Defossé pour Écolo et Jean-Pierre Kirchhoff pour le PTB. Merci en tout cas beaucoup. Je vais passer à la première question, le caractère obligatoire du droit de vote. Alors c'est vrai qu'on a en Belgique globalement une forte participation des Belges qui vont voter, qui se déplacent. C'est un système qui est celui-là, avec le caractère obligatoire. On est dans le peloton de tête des pays européens et en même temps, à contre-courant, depuis quelques années, on a aussi certains éléments qui vont à contre-courant. On a des sondages qui sont un petit peu moins unitaires qu'il y a 20 ans concernant le caractère obligatoire. On a également l'arrêt de la Cour constitutionnelle européenne par rapport au droit de vote de 16 ans qui a ouvert quand même de nouvelles réflexions. Et puis l'année prochaine, 13 octobre 2024, ce sera mon anniversaire, mais outre cet événement, ce sera aussi les communales en Flandre. Et là, on aura un caractère obligatoire différent. Donc ma question, elle est celle-ci par rapport au caractère obligatoire. Quel est votre positionnement? Quel est le positionnement de vos partis par rapport à ça? Et puis voilà, vous avez autant de temps que vous voulez. On va commencer par comme ça, et puis après on fera le tour comme ça. Et je pense, mais je vais vous donner mon... Celui-là, on ne sait jamais avec le bruit qu'il a fait tantôt. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, je crois que ça va maintenant. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Moi, c'est le premier midi pile que je fais, mais je ne suis pas bruxellois. Donc, désolé si ça s'entend, parce qu'il paraît que ça s'entend quand même de temps en temps. J'entends déjà Sophie qui ricane à côté de moi. Mais voilà, ça s'entend. Il paraît sur certaines syllabes. Soit. Tout d'abord, moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui a été dit dans le propos introductif en disant on a une belle participation parce que le vote est obligatoire. En 2019, il y a plus de 10% des personnes qui ne se sont pas rendues aux urnes en moyenne, alors que le vote est obligatoire. Ce qui permet déjà, selon moi, de remettre énormément en perspective le propos introductif. On m'a dit que ça se faisait dans la bonne humeur, donc je continue, malgré les ricanements de Sophie. Mais non, en fait, malgré que c'est obligatoire, le droit de vote, en fait, on a une belle participation, mais on n'a pas une participation maximale, alors qu'il est obligatoire. Donc voilà, au niveau du MR, il y a une position qui est que le droit de vote doit être obligatoire. Ça a été débattu à un congrès doctrinal en novembre 2015, mais où un certain Georges-Louis Boucher, à l'époque pas président, défendait la fin de l'obligation de vote, et position dans laquelle moi je m'inscris totalement. Je pars du principe qu'on ne devrait pas être obligé d'aller voter. On est un des derniers bastions gaulois, comme à l'époque d'Astérix, où il y a en fait encore le droit de vote obligatoire. Ce qui est d'ailleurs assez paradoxal de parler d'un droit obligatoire, mais bon, ça on passera cet aspect-là. Mais donc moi, de mon côté, je pense que le droit de vote ne devrait pas être obligatoire. Et je le dis toujours en rigolant, mais quelle est la sanction ultime pour le fait de ne pas être allé voter? En fait, on est déchu de son droit de vote. C'est quand même aussi un deuxième paradoxe assez incroyable dans notre législation, électorale. Donc voilà, je pense qu'il y aurait davantage d'atouts et davantage de supprimer l'obligation parce que ça contraindrait le politique à d'abord et avant tout à les convaincre.
et donc ne pas rester dans une position qui peut être passive, de se dire que de toute façon, la loi contraint l'électeur à se rendre aux urnes et que de toute façon, ils devront poser un choix. Je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant pour le débat, pour la démocratie, que les politiques aillent davantage à la rencontre de tout le monde et du citoyen en particulier pour les convaincre de venir voter. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui me guide, moi, dans mon choix d'être pour la fin de l'obligation. Voilà. Bonjour à toutes et tous et merci pour cette invitation. J'ai la chance comme bruxellois d'en avoir fait un en plus que mon collègue de gauche qui est à droite, Billet. Et j'ai peut-être quelque chose de commun avec lui, c'est que quand je suis très fatigué, j'ai aussi un accent qui provient de la même région que la sienne. Alors, ça ne vous étonnera pas, pour le Parti socialiste, le droit de vote obligatoire, c'est l'ADN, c'est quelque chose qu'on a toujours défendu, qu'on défend et qu'on défendra toujours. Voilà, simplement, il n'y a pas de discussion là-dessus. On estime que le concept « un homme, une femme, une voix » ne peut pas s'exprimer autrement et mieux que par l'obligation de vote. Alors, il y a effectivement, cette obligation de vote est parfois battue en brèche, elle peut être battue en brèche par la participation, mais ça c'est une question que nous, politiques, devons nous poser. Ça a été dit par mon collègue aux dernières régionales fédérales, aux différentes élections communales aussi. On a vu finalement que le nombre de participants en moyenne était aux alentours de 85% lors des dernières communales de 2018, mais ça n'est pour nous pas un motif. Pourquoi ça n'est pas un motif? Puisqu'il y a quelques droits-obligations en réalité en Belgique, et je vais les appeler les droits-obligations liés à la solidarité. Cette solidarité, elle s'exprime par l'obligation de vote. Cette solidarité, elle s'exprime par l'obligation de contribuer à l'impôt. C'est un droit-obligation aussi. C'est un héritage romain. C'est un droit-obligation que payer ses impôts, comme le droit de vote. Et donc, cette obligation de vote, elle est pour nous essentielle. On l'a vu, au niveau communal, en Flandre, ils ont fait un autre choix. C'est l'État fédéral qui le veut, puisqu'ils sont désormais compétents pour leur législation électorale au niveau communal. Ils ont fait un autre choix, et à travers ce choix, ne soyons pas dupes, on va se dire les choses très clairement, nous aurons imposé partiellement un choix ici pour les prochaines élections européennes pour ce qui concerne les électeurs de 16 et de 17 ans. Puisque, vous l'avez vu, la première mouture du texte qui a été adoptée par la Chambre des représentants, c'est de faire en sorte que les électeurs de 16 et de 17 ans aux prochaines élections européennes ne fassent pas l'objet d'une obligation de vote, mais d'un droit de vote sur la base d'une inscription. Et cette obligation de vote n'interviendrait, à l'instar un peu de ce qui se passe au niveau communal, par exemple, pour les Européens ou les étrangers hors UE qui s'inscrivent, l'obligation de vote n'interviendrait qu'après cette inscription. Donc une fois inscrit, on est obligé finalement de participer au processus électoral. Ici, l'arrêt de la Cour constitutionnelle a indiqué, heureusement, contrairement à l'auteur finalement du recours, que les personnes âgées de 16 et 17 ans avaient effectivement la lucidité, la conscience et la capacité d'analyse critique que pour pouvoir s'exprimer, ce que je pense aussi, mais a aussi battu en brèche le mécanisme, avec pour conséquence que le statu quo aujourd'hui, c'est l'obligation de vote. Je sais que la ministre Verlinden est en train de préparer un projet de loi qui serait une loi réparatrice à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, puisqu'à partir du moment où l'inscription est automatique et que l'incidence de l'inscription automatique, c'est l'obligation de participer puisqu'on est inscrit automatiquement, en réalité, aujourd'hui, dans le statu quo, c'est l'obligation de vote, ce qui n'est pas pour me déranger, très, très sincèrement. Et donc, si on maintient le statu quo, ça ne me dérangera pas. On sait aussi que les équilibres politiques sont parfois autres. Et donc, voilà, je m'arrêterai là pour la première introduction et je vais céder la parole à ma collègue, à Sophie. Merci Khalil, merci à tous. Merci au Centre d'Action Laïque d'avoir organisé ce débat sur une question effectivement fondamentale et sur finalement le fait que le citoyen, plus que jamais, doit pouvoir s'impliquer dans la chose publique. Alors très clairement, Défi est foncièrement attaché au caractère obligatoire du droit de vote. Et je pense qu'en tant que démocrate, attaché au suffrage universel, on ne peut qu'être attaché à l'obligation du droit de vote. Pourquoi ? Parce que vous l'avez évoqué, il y a des sondages qui diraient que oui,
une grande partie, une minorité, mais de plus en plus de Belges seraient prêts à abandonner ce caractère obligatoire parce que finalement ce serait une perte de temps, parce que finalement voter ça ne servirait plus à rien. Et donc je pense qu'à côté de la question du droit de vote, on y reviendra peut-être plus tard, il y a un enjeu plus fondamental de se poser la question de comment restaurer la confiance des citoyens et comment renforcer l'effet utile du vote, à travers vraiment le fait que le choix du citoyen doit prédéterminer, en tout cas primer sur le choix des présidents de parti à travers la composition des listes, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu démocratique derrière ça. Mais pour revenir à la question du droit de vote obligatoire, oui, il doit être maintenu parce que c'est l'essence même du suffrage universel et c'est finalement conserver des acquis démocratiques qui sont extrêmement précieux. On s'est battu tout au long de ces dernières décennies pour permettre au plus grand nombre de la société de pouvoir s'exprimer, de poser des choix à travers ce droit qui est extrêmement précieux, qui est le droit de vote. On a mis fin à ce suffrage censitaire, à savoir que seule une élite finalement aisée, riche, éduquée pouvait voter. Et donc moi ma crainte c'est que finalement en mettant fin à ce droit de vote obligatoire, on ne permette qu'aux personnes les plus motivées, les plus éduquées et aussi les plus âgées, parce que c'est ce que disent les sondages, que ce soit finalement uniquement ces personnes-là qui s'expriment à travers le droit de vote. Et donc, de facto, on n'aurait plus une assemblée qui serait représentative de toute la société, des personnes favorisées comme moins favorisées, des personnes scolarisées comme pas scolarisées, ou en tout cas moins bien éduquées, mais on aurait finalement uniquement l'élite qui serait représentée au Parlement. Donc on irait à total contre-courant finalement de l'évolution de l'histoire, et c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète énormément. Et c'est en cela que je trouve qu'effectivement, la Flandre, en mettant fin à ce vote obligatoire, au caractère obligatoire du droit de vote pour les élections communales, a ouvert une brèche qui est inquiétante et a quelque part joué à l'apprenti sorcier avec un droit fondamental, parce qu'on parlait de l'abstention tout à l'heure. Oui, je suis convaincue que ce vote obligatoire permet de combattre l'abstention. Je ne vois pas en quoi le fait de mettre fin au caractère obligatoire du droit de vote permettrait d'atteindre une participation maximale de la population aux élections. On voit bien qu'au contraire, ça démotive et qu'en France, par exemple, on était à 28% d'abstention lors des dernières élections. Là, aujourd'hui, aux dernières élections, pour les élections européennes, on était à 88% de participation aux élections européennes, alors que ce n'est pas non plus le niveau de pouvoir qui passionne le plus les électeurs. Et puis aussi, ce que je voulais mettre en lumière, c'est le rôle du vote obligatoire par rapport au poids des extrêmes. Moi, je suis extrêmement inquiète par les derniers sondages qui annoncent un renforcement terrible des extrêmes, extrême gauche et extrême droite. Et on sait que ces électeurs-là, eux, ils seront motivés pour aller voter, que le vote soit obligatoire ou pas, parce que finalement, les partis populistes galvanisent leur colère, galvanisent leur peur, et par conséquent, les électeurs vont vouloir exprimer leur colère et leur peur dans l'urne, au contraire d'autres personnes qui sont tout simplement dégoûtées et qu'on va devoir effectivement convaincre. Il y a effectivement, comme je l'ai dit, un travail à faire à côté. Et enfin, sur la question des sanctions, oui, c'est vrai que de brandir des amendes, c'est pas le meilleur moyen de motiver les électeurs à aller voter, d'autant plus que les électeurs savent que finalement, il n'y a plus vraiment de risque d'être sanctionnés. On peut réfléchir au sens de la sanction et à se dire, c'est pas vrai que si on ne va pas aller voter, la sanction est la déchéance du droit de vote. C'est uniquement en cas de énième récidive, au bout de 10 ans, je pense. C'est d'abord une amende de 25 à 50 euros, puis de 50 à 125, et puis seulement éventuellement le fait d'être radié des listes électorales. Donc il y a quand même une gradation qui peut faire réfléchir la personne, mais on peut réfléchir à une sanction qui soit plus pédagogique. Je pense qu'il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Donc c'est une réponse globale qui mérite plutôt d'être apportée à cette question. Merci beaucoup. Oula. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Moi, c'est la première fois aussi que je viens parmi vous à ce débat de midi pile. Je veux déjà dire bon anniversaire avec 6 jours de retard, du coup, si je compte bien. Voilà. Mais je compte bien, t'as vu. Hein.
Effectivement, beaucoup de choses ont déjà été dites et je rejoins beaucoup de ce qu'ont dit Khalil et Sophie à l'instant. Le vote, c'est à la fois un droit parce qu'il a été acquis par la lutte. Au début du 19e siècle, personne ne votait. Et progressivement, on a obtenu le droit de vote, on l'a élargi progressivement, donc d'abord à certaines personnes, puis de plus en plus, puis à tout le monde masculin, puis enfin aux femmes très très tard, et puis encore jusque récemment, les 16-18 ans pour les élections européennes. Donc c'est un combat qui continue à être mené. On doit encore aussi d'ailleurs élargir ce droit de vote, à mon avis, aux étrangers, au niveau régional à Bruxelles par exemple. Enfin, il y a encore beaucoup à obtenir sur les questions du droit de vote. Mais c'est aussi un devoir parce que c'est la responsabilité de chaque électeur de pouvoir porter sa voix, pouvoir participer pleinement à la démocratie. La démocratie, elle est basée sur un concept de souveraineté populaire. Or, pour qu'elle fonctionne vraiment bien, elle doit être portée par chaque électeur, et donc c'est important, me semble-t-il. Ça assure aussi, à mon sens, la représentativité des élus. Sophie l'a rappelé, ceux qui se déplaceraient pour aller voter si le vote n'était pas obligatoire, ce seraient les personnes les plus aisées sur le plan socio-économique, sur le plan culturel, enfin les enjeux culturels, sociaux. Et donc au final, les personnes qui seraient plus en décrochage ou qui seraient plus des milieux ouvriers, des milieux populaires, tout cela disparaîtrait, ils ne seraient plus représentés. C'est important qu'ils soient. C'est important vraiment qu'il le soit. Et donc ça, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles le vote doit rester obligatoire. Une dernière chose quand même. Je ne suis pas d'accord avec ce que Sophie a dit sur le fait que les gens qui votent pour l'extrême droite seraient motivés pour aller voter. Je pense qu'il y a eu une étude qui a été faite, en tout cas un sondage qui a été fait il y a quelques jours dans la presse qui montrait que en Flandre en tout cas, ce sont les gens qui votent pour le Vlaams Belang qui seraient le moins disposés à se déplacer pour aller voter. Ça ne fait pas pour moi, c'est pour moi une raison de remettre en question l'obligation de vote. C'est plutôt au contraire une motivation pour nous, pour encourager ces gens, pour aller vers ces gens, pour leur expliquer pourquoi c'est important de voter, pourquoi c'est important de voter pour la démocratie et pour garder nos droits fondamentaux. C'est une vraie responsabilité du monde politique aussi, de pouvoir aller vers ces gens-là. Le seul bémol que je vais mettre par rapport à ce que Khalil a dit, par exemple, sur le droit de vote des 16-18 ans, c'est le seul moment où moi je pourrais comprendre qu'il n'y ait pas une obligation, mais qu'il y ait un droit de choisir oui ou non d'aller voter. Parce que je pense, et on connaît tous des gens de 16-18 ans, je pense qu'il y a des évolutions. Je pense qu'on peut imaginer ça comme un sas, en disant voilà, si tu veux, si tu te sens capable, si tu as envie de le faire, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de le faire, mais tu peux le faire. Ça te permettrait de te former. On doit aussi, à côté de ça, avoir l'école qui accompagne, l'école ou même d'autres organismes, les maisons de jeunes, etc., qui accompagnent. Mais je peux comprendre qu'à 16 ans, te forcer à aller voter, parce qu'à 16 ans, tu prends ça comme te forcer à aller voter, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de les accrocher à la politique. Après, si jamais le résultat final vient à l'obligation de vote, je pense que ce sera un challenge de plus pour nous pour aller rencontrer les jeunes. Mais moi, je vois la possibilité comme un sas et je pense que c'est important. Par contre, l'obligation de s'inscrire avant, ça, je m'y opposais. Je suis content de voir que la Cour constitutionnelle aussi. Et donc, il faudra trouver une solution. Mais je pense que l'inscription automatique, mais sans obligation d'y aller, pourrait être une solution. Voilà. Merci. Jean-Pierre Kerkhoff pour le PTB. Oui, merci. Merci également pour l'invitation. C'est moi aussi la première fois que je viens au Midi Pile. Alors, pour être très clair, la position du PTB sur l'obligation de vote, c'est le maintien de la situation actuelle, c'est-à-dire le maintien de l'obligation de vote pour diverses raisons. D'abord parce qu'effectivement, ça a quand même une certaine efficacité. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas 100% de votants, il y a aussi des abstentions, il y a des gens qui viennent et qui ne votent pas, et puis il y a aussi des gens qui ne se déplacent pas, mais il suffit de comparer les chiffres de participation de la Belgique avec les pays voisins, avec la France par exemple, on voit que les taux d'abstention sont infiniment plus élevés dans les pays où il n'y a pas d'obligation de vote. Donc je pense que déjà pour ça, c'est une bonne raison de maintenir l'obligation. Alors ça a été dit, le droit de vote, ça n'a pas été tout seul, c'est le résultat d'une longue lutte
du monde du travail essentiellement. Effectivement, au début, il n'y avait pas de vote du tout, puis il y a eu le vote uniquement pour les personnes très riches, hein, qui avaient une déclaration fiscale au-delà d'un certain seuil qui était bien élevé. Ça, c'est une grosse partie du 19e siècle. Et après, à la fin du 19e siècle est arrivé le suffrage censitaire, qui en fait permettait, c'était déjà une avancée, mais elle était quand même très légère. Elle avait le mérite de montrer à quel point les choses étaient injustes, puisque tout le monde pouvait voter, enfin non, pas tout le monde, tous les hommes pouvaient voter, mais ceux qui avaient un revenu au-delà d'un certain niveau avaient 3 bulletins de vote, les autres en avaient 2, et ceux qui avaient le moins de revenus en avaient 1. Donc ça montrait de manière flagrante l'inégalité. Et donc, il y a eu un combat très dur, il y a eu des morts pour ça, hein, donc il y a eu des luttes, il y a eu des grèves, il y a eu des manifestations, et finalement ça a été acquis. Ceci dit, le vrai suffrage universel, il n'a été acquis qu'après la Seconde Guerre mondiale, quand les femmes ont pu voter. Hein, donc je trouve qu'il ne faut pas galvauder ce droit qui a été acquis durement. Et c'est vrai qu'on pourrait encore l'élargir, parce que c'est vrai qu'il y a des catégories de la population qui vivent ici, qui payent leurs impôts ici, qui n'ont pas le droit de vote, et les gens qui sont effectivement d'origine étrangère, donc il y a encore des choses à faire, mais en tout cas à certaines élections, mais il ne faut pas galvauder ce droit, ça c'est pour nous fondamental. Et je veux être clair, on est pour le maintien de cette obligation, parce qu'on sait aussi, on le voit dans les pays où c'est pas obligé, ce sont souvent les classes populaires qui s'abstiennent d'aller voter dans ce cas-là, parce que, et on va y revenir j'imagine dans la suite du débat, elles se sentent un peu déconnectées de la politique, mais évidemment c'est pas une solution de leur dire n'allez pas voter. Et on a bien vu ici que globalement c'est plutôt un débat gauche-droite. Hein, la position, bon je ne sais pas où je dois situer défi, mais en tout cas, les partis... il y a quelqu'un qui dit à côté, il y a quelqu'un qui dit à côté de moi, eux non plus, moi ça je dirais pas, mais en tout cas, globalement c'est plutôt un débat. On a vu que les partis de gauche se sont positionnés pour, et le MR s'est positionné, enfin, si j'ai bien compris, au MR il n'y a pas unanimité, mais en tout cas il y a un vrai débat sur le fait de supprimer cette obligation. Je pense que c'est dire les gens sont dégoûtés de la politique, donc ils ne doivent plus aller voter, c'est le même principe que ceux qui disent ils sont dégoûtés de l'école, donc il faut diminuer l'âge d'obligation scolaire. C'est le système qui est défaillant et c'est pas les gens qui sont défaillants. Donc il faut absolument revenir vers ça. Et je suis désolé, mais l'argument, ça va obliger les partis politiques à aller vers les gens pour les convaincre. Ça me fait sourire, hein, parce que vous n'êtes pas obligé d'attendre. Hein, vous pouvez déjà y aller maintenant pour aller les voir et pour les écouter et pour les raccrocher à la politique. Voilà. Merci beaucoup, mais on y reviendra justement. Juste avant, Monsieur De Beukeler, bienvenue, bonjour. On était sur la question du caractère obligatoire du droit de vote, assez simple. Hein, on voit que il y a une majorité de Belges qui vont voter, et puis quelques éléments récents, la Cour constitutionnelle, le caractère des communales en Flandre, etc. Voilà, qui vont un petit peu à contre-courant. L'opinion des engagés par rapport à ce caractère obligatoire. On m'entend ? Oui. Merci de l'invitation déjà, et excusez-moi pour mon retard. Je ne vais pas ajouter grand-chose à tout ce que j'ai entendu, puisque je n'ai pas entendu Mathieu parler, j'ai entendu tous les autres, donc du coup je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Non mais moi je suis pour l'obligation, le maintien de l'obligation. C'est un droit en effet qui a été acquis avec le temps, difficilement, et qui maintenant, je pense, a apporté quelque chose à notre société, continue à apporter quelque chose à notre société, dans le sens où on doit avoir des citoyens qui sont le plus proche possible de la politique. Et certainement, cette obligation de vote, ça aide à au moins, une fois tous les quelques années, c'est quand même pas grand-chose, se déplacer vers le bureau de vote. Après, dans le bureau de vote, on peut encore voter blanc, on peut encore voter nul. Mais avoir ce moment citoyen, collectif, je pense c'est essentiel pour la cohésion de la société. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à la deuxième question, justement. On en a un petit peu brossé les contours. C'est que le caractère soit obligatoire ou pas, finalement, on aura toujours des gens qui s'abstiendront, toujours des votes blancs, toujours des votes nuls. Et donc, il faut aussi, Monsieur Biet en parlait, il faut aussi aller vers ces gens-là. On a en 2019 8,2 millions d'électeurs potentiels. On a en grosso modo 1 million qui ne va pas se déplacer, qui va s'abstenir. On a environ 500 000 qui vont faire un vote blanc. Donc en gros, on a une souche de 82% des électeurs voilà, avec des votes valables, quoi. Et du coup,
Que faut-il pour aller réenchanter ce récit démocratique? Quelles sont les pistes de solutions? Il y en a plusieurs. On a évoqué, alors ça peut être des détails très techniques, le référendum, le vote de préférence, de case de tête, etc. On peut aller sur la question des sanctions aussi. Et puis, voilà, les 2 heures de philosophie et citoyenneté, par exemple. Est-ce que tout ça, ce sont des pistes, finalement? Quelles sont pour vous les pistes qui pourraient justement combattre un maximum l'abstention? Parce que je pense que là-dessus, évidemment, vous rejoignez tous sur la nécessité, en tout cas, de ramener un maximum d'électeurs et d'électrices dans les urnes. Je vais commencer de l'autre côté, justement, cette fois-ci. Merci. Alors, moi, je crois que l'enjeu, il est... Parce que finalement, se demander comment lutter contre l'abstentionnisme, ça revient à se demander comment politiser ou repolitiser les gens. Parce que si on est politisé, on ne se pose même pas la question de savoir si on va aller voter ou pas. Et donc, je crois qu'il faut d'abord faire un bon diagnostic avant de proposer des solutions. Et je crois qu'on ne va pas se mentir, on est dans une crise démocratique. On est dans une multicrise, d'ailleurs elle n'est pas que démocratique, elle est sociale, économique, environnementale, tout ce qu'on veut, mais elle est aussi démocratique. Les gens sont en perte de confiance par rapport aux politiques, il faut les entendre, ils le disent dans les sondages, on le voit à des tas de choses. Et donc, il faut comprendre pourquoi ça se passe. On a vu les gilets jaunes en France, moi je pense qu'on n'est pas à l'abri en Belgique et dans d'autres pays européens de mouvements de ce genre, et qui pourraient même parfois davantage déraper. Donc il faut prendre ça au sérieux. Alors, moi, le pourquoi, nous au PTB, on pense que c'est parce que la politique actuelle, de manière générale, et les politiques actuelles, ne répondent pas, depuis un certain temps déjà, aux besoins des gens. Je veux prendre 2 exemples. Je n'en prendrai que 2 pour pas être trop long. Mais je pense que c'est important. Tous les sondages montrent que la première préoccupation des gens, c'est le pouvoir d'achat. Vous écoutez, les gens, ils vous disent ça, le pouvoir d'achat, c'est très important. Il vient d'y avoir une négociation, un conclave budgétaire au niveau fédéral. Et qu'est-ce qu'il y a sur le pouvoir d'achat? Rien. Donc, les gens ont le sentiment que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Au contraire, on leur dit on va faire 1,2 milliard d'euros d'efforts cette année. En 24, on va faire 4,8 milliards d'euros. En 25, si on veut respecter les normes, les normes de déficit imposées par l'Europe, on va faire encore 4,8 milliards. Donc, on propose aux gens de l'austérité. Il est clair que ça, c'est pas ça qui va les enthousiasmer, c'est pas ça qui va les ramener vers le politique. Quand eux, ils disent, il faut prendre en compte le fait que mon pouvoir d'achat est attaqué. Ils ont en plus le sentiment que les riches sont protégés. Quand je dis c'est le sentiment, c'est pas qu'un sentiment. Et je parle pas ici, quand je parle des riches, je parle pas de la classe moyenne supérieure, je parle pas des gens qui louent 3 appartements, je parle des super riches, des multimillionnaires. Par exemple, on s'est un peu gaussé en disant qu'on avait cette fois-ci quand même, quand c'était attaqué aux banques, j'ai regardé un peu les chiffres. Le premier semestre 2023, les banques ont fait un total de 4 milliards d'euros de bénéfices en 2023. Un semestre. Là, ici, c'est 150 millions. Donc, voilà, les gens, c'est peanuts en fait, et les gens ont un sentiment un peu de dégoût par rapport à ça. Je reviens sur mon 2e exemple. Les flexi-jobs. Donc, sans concertation du tout avec, je dirais, les interlocuteurs sociaux, donc sans concertation avec les syndicats, par exemple. On a fait un saut qualitatif avec les flexi-jobs. On est passé de 7 secteurs dans lesquels il pouvait y avoir des flexi-jobs à 19. Donc c'est plus qu'un saut quantitatif, c'est qualitativement, on est en train de changer la situation, ça devient presque majoritaire. En tout cas, ça pourrait le devenir, parce qu'en plus, ça on l'a moins dit, mais on a décidé que pour les autres secteurs, c'était pas interdit. Donc dans les négociations sectorielles, on pourrait arriver à des flexi-jobs. Alors sur le côté technique peut-être du conclave budgétaire, on va plutôt essayer, parce que c'est vrai que le temps est compté, donc peut-être se concentrer vraiment sur les solutions à apporter pour l'abstention. Oui. Je pense qu'on a compris que votre propos c'était que les politiques devaient répondre aux attentes, des aspirations, mais sur vraiment le côté comment est-ce qu'on va aller chercher les électeurs. Je veux dire, et je vais quand même terminer rapidement, donc je viens plus sur la technique, mais je pense que les gens sont dégoûtés quand ils voient que, notamment des partis de gauche, font des politiques de droite, ou en tout cas cèdent à des politiques de droite. Et donc, si on veut intéresser les gens, si on veut que les gens se sentent représentés, il faut radicalement changer
de paradigme et changer de politique. Et il faut, en tout cas, effectivement, beaucoup mieux les écouter. C'est ce que nous essayons de faire avec Nous avons par exemple une grande enquête qui est sur notre site internet pour l'instant, qui permet aux gens de s'exprimer, qui leur permet de dire dans le domaine du logement, dans le domaine de l'enseignement, etc., quels sont les points qui les intéressent et vers quoi ils veulent aller. Donc je pense que c'est ce genre d'initiative qu'il faut prendre. Il faut davantage écouter les gens. Et je vous dis sincèrement, moi j'ai l'impression que si un parti comme le PTB n'était pas là, la coupure avec le politique et les taux d'abstention seraient encore beaucoup plus élevés. Je le dis sincèrement parce qu'il y a des gens qui nous rencontrent et qui nous disent franchement, si vous n'étiez pas là, on n'irait pas voter ou on ne voterait pas. Donc vous, c'est plus l'avis, prendre en compte déjà l'avis des... Je pense qu'il faut prendre en compte l'avis des gens et qu'il faut évidemment mener des politiques concrètes qui vont dans le sens de leurs intérêts et pas dans le sens d'intérêts particuliers. Voilà. Merci. J'aurais d'autres choses à dire, mais je vais céder la parole à vous. On aura encore le temps. Hein. On aura encore le temps. Merci. Alors, je vais partager une partie de l'analyse de mon collègue de droite, pour le coup, mais du coup de gauche, hein, on fait l'inverse, d'un sentiment, je pense, de la population, d'une impuissance du politique à régler des grands problèmes. Il a parlé du pouvoir d'achat, je peux le rejoindre là-dessus. Je pourrais aussi reprendre la question du dérèglement climatique, sans faire dans le cliché de l'écolo qui parle de dérèglement climatique, mais c'est néanmoins une des questions les plus importantes auxquelles l'humanité doit faire face aujourd'hui, et on constate que on n'arrive pas à prendre des mesures qui sont vraiment radicales, qui sont fortes, qui sont basculantes, on va dire, vers un monde différent de celui dans lequel on vit aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que j'ai observé, donc vous vous souvenez, 2017, 2018, 2019, les grandes manifestations pour le climat, les grèves pour le climat des jeunes. Moi, j'ai observé, et je suis vraiment très inquiet de voir ça, ces jeunes-là, aujourd'hui, où ils en sont. Alors, le Covid est passé par là, et je pense que vraiment, les questions de santé mentale, on peut en discuter aussi. Mais moi, j'ai vu des gens qui sont passés en quelques mois, quelques années, de l'engagement au découragement, voire à la colère. Parce que on se rend bien compte que dès que les vagues la vague climatique est passée, le Covid est passé par là, je le répète, tout le monde a voulu reculer sur l'engagement climatique. Tout le monde a commencé à dire finalement c'est pas si important que ça, alors que ça reste quand même la chose la plus importante. Et donc c'est vrai que ce constat de forme d'impuissance du monde politique fait que les gens se disent mais finalement pourquoi est-ce que je vais aller voter ? De toute façon, ils ne prennent pas en compte nos demandes du moment. La deuxième chose que moi je constate et qui à mon avis un élément qui aggrave l'abstentionnisme, c'est les réseaux sociaux. Et ce monde dans lequel on est plongé aujourd'hui de l'obsession de l'immédiateté. Il faut tout faire de manière immédiate. Le monde des réseaux sociaux est un monde très violent, très brutal. Parfois, quand on essaie de suivre ce qui se passe là-dedans, on est un peu perdu. Je prends un exemple. Il y a quelques jours, on a un président de parti qui demande il faut que tout le monde réagisse à un événement qui vient d'arriver tout de suite. Et puis 5 jours plus tard ou 10 jours plus tard, il nous dit hey, vous avez réagi là-dessus, mais c'est beaucoup trop vite, on ne connaît pas tous les éléments. Et donc en fait, on a une espèce de prise un peu entre deux feux où on peut pas. Enfin voilà, on est un peu perdu et les gens voient ça et ils comprennent plus trop. Et puis cette partie, c'est la dégradation du débat public. Il y a aujourd'hui une dégradation du débat public qui passe notamment par les médias sociaux, mais pas que. On abaisse le niveau, on ment, on fait passer des fake news, on retweet des comptes d'extrême droite, on encourage, on fait passer vraiment l'extrême droite on la popularise, en tout cas on ouvre ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton, donc on ouvre cette fenêtre qui permet de banaliser les propos d'extrême droite. Et donc cette trumpisation, je dirais, parce que c'est un peu ça, fait qu'il y a une perte de confiance plus importante. Alors comment est-ce qu'on lutte contre ça ? D'abord, éducation et information de la population. On a parlé des cours de citoyenneté, bien sûr que c'est un élément extrêmement important. Moi, je me souviens quand je suis sorti de l'école, je ne connaissais pas très très bien le fonctionnement de la démocratie. C'est important de pouvoir le faire le plus tôt possible. Et donc, je crois que c'est qu'on doit encourager notamment ces cours-là. La deuxième chose, c'est élargir la démocratie, pas seulement à un vote tous les 4 ou tous les 5 ans ou tous les 6 ans. Non, il n'y a plus de vote de 4 ans, tous les 5 ans ou tous les 6 ans. Mais c'est participation citoyenne tout le temps en fait, sous différentes formes. Pas une seule forme de participation citoyenne, mais ouvrir plein de possibilités. On
peut parler d'assemblée citoyenne participative, on peut parler de référendum ou préférendum, on peut parler de droit d'initiative citoyenne. Il y a plein de possibilités pour encourager les gens à participer, je dirais, au quotidien, à faire de la démocratie un geste quotidien. Un exemple, et après je vais arrêter, mais j'ai discuté il y a quelque temps avec le maire de Grenoble, où la démocratie participative est vraiment quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps. C'est vraiment quelque chose qui a été mis en place beaucoup. Et quand le Covid est arrivé, ce qu'il me disait, c'est que les mesures qui ont dû être prises, et qui sont des mesures, on les a tous vécues, on sait à quel point c'était compliqué, elles ont été un peu mieux acceptées parce qu'ils avaient déjà les mécanismes en place de participation, où on avait des gens de Grenoble qui venaient, qui participaient aux réunions et qui essayaient d'adapter par rapport à... Bon, il y avait une règle, mais on pouvait adapter le mieux possible en prenant en compte certaines demandes des citoyens, etc. Parce que c'était déjà une habitude. Et je trouvais que c'est important de savoir que ça aussi, ça permet de raccrocher le citoyen à la politique et aux décisions politiques. Et par ailleurs, ça aussi, ça permet peut-être de créer des vocations. L'adjointe au maire en charge de la participation citoyenne, elle s'est lancée en politique à partir de ces participations citoyennes locales de quartier. Et donc ça prouve, ça crée aussi une dévocation. Dernière chose, je pense qu'il faut distinguer l'abstention du vote blanc. Pour moi, le vote blanc, ça reste une expression politique. C'est quelqu'un qui fait la démarche de se déplacer, donc il fait un effort, et il choisit de dire « je ne me sens représenté par aucune de ces personnes ». Et donc ce vote blanc, il doit être pris en compte d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas qu'il faut qu'on laisse des sièges vides, mais par exemple, ça pourrait être l'idée de dire, dans une commune où on a plus de 5% de vote blanc, eh bien, il y a une obligation de créer, par exemple, un conseil citoyen chargé de mettre en place un budget participatif, enfin, voilà, donner une place à ces personnes qui, aujourd'hui, ne se sentent pas représentées. Voilà, c'était des exemples, mais... Merci. Et c'est des tests, bien sûr, et ça, si jamais ça ne fonctionne pas, il faut pouvoir les adapter, donc pouvoir faire des tests en démocratie, c'est aussi important. Bien sûr, merci beaucoup. Sophie Raoni. Oui, mais finalement, on se rejoint sur pas mal, comme quoi, sur pas mal de choses, comme quoi. Oui, effectivement, je rejoins mes collègues pour toute une série de choses, mais je voulais tout d'abord dire que je comprends les abstentionnistes. Autant je suis foncièrement attachée au droit de vote, autant je les comprends, parce que particulièrement en tant qu'élu, on voit de l'intérieur comment la politique fonctionne, et sincèrement, parfois ça dégoûte, même souvent. Ce qui me dégoûte notamment, c'est la difficulté d'apporter des nuances dans le débat politique. Et on le voit lorsque le PTB me dit en fait, des filles, vous vous définissez où? Vous êtes à gauche, à droite? Non, moi je trouve que ce clivage, ça suffit. On est des libéraux sociaux parce qu'on considère qu'on doit pouvoir considérer qu'il y a et une liberté d'entreprendre qui doit pouvoir être protégée, et aussi une certaine classe sociale qui doit pouvoir être protégée lorsqu'elle tombe dans la précarité ou autre, et qu'il y a un filet de sécurité qui doit pouvoir être préservé. Lorsque l'on voit que ce type de nuance est si difficile à faire percoler, on n'imagine pas à quel point il est difficile d'apporter des nuances par rapport à toute une série d'autres sujets de société. Le manque de vision à long terme aussi. À chaque fois, on s'est dit on va tirer les leçons de la crise Covid, on va investir dans les soins de santé, paf, de nouveau on coupe dans les soins de santé. Donc ça, c'est quelque chose qui me heurte beaucoup et qui heurte beaucoup les gens. Ce qui peut aussi dissuader les gens d'aller voter, je pense, c'est le fait de se dire, de toute façon, et je l'ai entendu, parce que tant en campagne que tous les jours, je vais à la rencontre de nos concitoyens, ils me disent, de toute façon, vous avez déjà décidé avec qui vous allez gouverner. Il y a déjà vos accords préélectoraux, vos petits arrangements partisans. Et là aussi, je pense qu'il y a un gros travail à faire. La lenteur des décisions aussi. On a parlé du pouvoir d'achat, effectivement, préoccupation on ne peut plus légitime. Et là aussi, on avait la possibilité d'aboutir sur une réforme fiscale. On ne l'a pas fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, les ménages restent en difficulté. Il y a encore une étude qui est tombée pas plus tard que ce matin par rapport à la précarité des enfants qui ne fait que galoper.
Et puis aussi, on se dit, en tant que politique, on écoute les citoyens, on fait venir les acteurs de terrain au Parlement et on va, par conséquent, légiférer sur base de leurs besoins. Moi, je constate que très souvent, c'est un peu pour organiser une consultation de façade et qu'on n'est pas toujours en mesure de finalement réellement écouter ce que ces acteurs de terrain nous disent. Il n'en demeure pas moins que finalement cette abstention me préoccupe. Donc je la comprends, mais elle me préoccupe parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un droit qui est précieux et très souvent quand les gens me disent mais de toute façon ça sert à rien, les réformes que vous dites, vous n'y aboutissez pas, vous avez déjà décidé avec qui vous allez gouverner, je leur dis non, vous avez un réel poids par rapport à qui ira dans les assemblées, mais aussi ça vous permet de vous exprimer et d'éviter que les autres ne décident pour vous. Je trouve que c'est vraiment un enjeu qui est extrêmement important et c'est vraiment ça que je ne cesse de répéter aux gens. Sauf qu'effectivement, c'est pas suffisant et le plus simple, entre guillemets, à faire, c'est effectivement de restaurer la confiance du citoyen dans le politique. C'est d'avoir déjà un comportement qui soit exemplaire. Donc d'arrêter avec tous ces scandales, aussi de se consacrer à 150% à son mandat. Moi, je suis pleinement députée. Je ne sais pas comment je pourrais... Je sais qu'Khalil fait un formidable travail à Kuckelberg, mais sincèrement, au niveau des filles, pour nous, on ne peut pas cumuler correctement un travail de député et de bourgmestre échevin par ailleurs. Mettre fin à des promesses dont on sait très bien qu'on ne va pas être capable de les tenir, parce que raser gratis, comme certains le font, c'est pas possible. Et puis au-delà de ça, il y a des mesures peut-être plus techniques, oui, à apporter, en renforçant l'effet utile du vote, l'utilité du vote. Je pense à la composition des listes. On sait que ce sont les partis, sous l'arbitrage du président de parti, qui avalisent la composition des listes. Je pense qu'on doit mettre fin notamment à ce que l'on appelle l'effet dévolutif de la case de tête. Donc le fait que si vous êtes deuxième, troisième, bien forcément, vous avez plus de chances d'être élu, indépendamment du nombre de voix de préférence que vous faites, que la personne qui serait en bout de liste. C'est finalement une injustice et les gens se disent... Finalement, est-ce que ma voix est égale à une voix? Même chose pour les suppléances. Là aussi, on doit renforcer l'effet utile du vote en mettant fin à ces suppléances. Et aussi très important, effectivement, le fait de renforcer la démocratie participative. Je pense qu'il y a des gens qui se disent... on se fout un peu de moi en venant à chaque fois me chercher 6 mois avant les élections parce qu'on sait qu'on a besoin de moi pour être élu, pour faire en sorte que la personne en face de moi puisse renouveler son mandat. Mais moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à moi tout au long de la législature. Moi, j'ai des opinions, j'ai des avis, j'ai des préoccupations que j'aimerais exprimer tout au long de l'année. Et donc, notre mission, effectivement, c'est de pouvoir montrer aux personnes qu'on s'intéresse à elles tout au long de la législature, en complétant la démocratie représentative par des mécanismes de démocratie participative. Donc, pas remplacer l'une par l'autre, mais faire en sorte qu'elles soient complémentaires. Et je terminerai enfin par oui, le vote obligatoire. J'ai expliqué pourquoi, tout en sachant que ce vote obligatoire doit être complété par une éducation qui vise tant les plus jeunes, puisque effectivement on va vers un abaissement du droit de vote vers les 16-17 ans. Et donc effectivement l'enjeu du cours d'éducation à la philosophie et citoyenneté, il est fondamental. DEFI a toujours plaidé pour que l'on rehausse le nombre d'heures à 2, donc plus 1 mais 2, parce que ça permet à tous les enfants, quelles que soient leurs convictions, d'être vraiment sensibilisés par rapport à la chose publique et aussi de renforcer l'éducation permanente, parce qu'il n'y a pas uniquement les jeunes qui doivent être sensibilisés à la chose publique, il y a aussi beaucoup d'adultes qui n'ont plus confiance et qu'on doit absolument, vers lesquels on doit absolument aller. Donc je pense que c'est fondamental aussi. Merci. Et je voulais juste, alors, avant que Khalil prenne la parole, déjà encore vous remercier, parce qu'on parle beaucoup de les politiques doivent aller vers les citoyens. Voilà, le fait que vous soyez ici sur votre temps de midi, ça prouve aussi que vous venez, c'est important. Et donc, encore un grand merci. Donc voilà. Hein, ouais, effectivement, ouais, ça va arriver. Mais t'es arrivé en retard aussi. Hein. Khalil Awasti. Mais alors, c'est très compliqué de répondre finalement à cette question, comment réenchanter. Moi, j'ai toujours considéré que la politique, c'était un peu l'art de l'humilité. C'est sur tout ce qu'on ne sait pas, d'abord. Alors, comment réenchanter? C'est d'abord
Et c'était un de mes professeurs d'université qui avait cette belle phrase qui disait que argumenter, c'est négocier la distance entre deux individus. Mais pour négocier la distance entre deux individus, il y a un préalable. C'est ceci, le silence. C'est de pouvoir s'écouter, pouvoir se respecter et pouvoir se dire, même si on n'est pas d'accord, finalement, on accepte d'entendre ce que l'autre a à dire. Et puis, on accepte aussi, éventuellement, de faire un pas vers l'autre, dès lors que l'autre accepterait de faire un pas vers nous. Je pense que c'est vraiment ça, pour moi, le préalable, c'est de pouvoir s'écouter, pouvoir s'entendre et pouvoir dire que tout ce que dit l'autre n'est pas à rejeter d'emblée. Et donc on peut maintenir des désaccords, et il y en a. Je ne suis pas forcément en accord avec les 5 collègues qui sont ici autour de moi, et je ne suis peut-être pas en accord avec toutes celles et tous ceux qui sont ici sur ces chaises, mais le préalable, c'est de s'écouter. C'est un. À mon sens, c'est cela, vraiment la chose principale. 2, c'est rendre des comptes. Être mandataire politique, c'est être titulaire d'un mandat, d'abord. Et donc, être mandataire, c'est pouvoir rendre des comptes. C'est pouvoir s'expliquer franchement, sans caricature, en expliquant aussi ses contraintes, ses opportunités, les difficultés. Et s'expliquer, ça n'est rien d'autre, finalement, que de dire tout cela. Et lorsque je dis tout cela, c'est aussi vous comprendre peut-être les contraintes qui ont été les miennes, les nôtres, au moment de la décision. Et c'est de se dire que peut-être que vous n'auriez pas pris la même décision, mais au moins vous comprenez pourquoi je l'ai prise. Et ça me permet de ne pas créer le fossé à ce moment-là, parce que ça vous permet aussi à vous de dire et de vous dire, dans les mêmes circonstances, avec peut-être le même calcul d'intérêt, puisque c'est ça, hein, la politique, c'est finalement se défendre à un moment aussi des intérêts. Et c'est pas grossier de dire défendre des intérêts, c'est avec finalement les mêmes intérêts, j'aurais peut-être pris la même décision, avec d'autres focus, en mettant le curseur plus à gauche, plus à droite, plus au centre, j'en aurais pris une autre. Mais au moins je comprends la décision qui a été prise. Et la comprendre, c'est vraiment important. Et tout ça, c'est les clés. Et les clés, vous l'avez dit, il y a l'éducation, il y a l'instruction, l'école est fondamentale, le cours de philosophie et de citoyenneté, mais pas que, hein. L'histoire, la géographie, le français, la littérature, tout ça nous apprend finalement, et la culture nous apprend à nous ouvrir sur le monde, l'éducation permanente ou l'éducation populaire, chacun choisira ses termes, est aussi un vecteur effectivement d'émancipation. Et donc tout ça nous permet effectivement de nous donner des outils. Et grâce à ces outils, de polir finalement ce que nous sommes et essayer de rassembler, puisque c'est le choix du système démocratique que nous avons fait. Le choix du système démocratique, c'est d'avoir, et on peut en changer, hein, ça n'est pas sacré, on peut en changer, on peut le discuter, c'est d'avoir des majorités de coalition. Donc qu'une majorité numérique parlementaire s'appuie sur une majorité numérique citoyenne. C'est ça le choix que nous avons fait. Ce n'est pas d'autre choix, comme des scrutins majoritaires, où il peut y avoir une majorité numérique parlementaire qui ne s'appuie pas sur une majorité numérique citoyenne. Et dès lors que, en démocratie, les plus grands partis que je connaisse font rarement plus de 25 à 30%, on peut se dire que vraisemblablement, au moins 70 à 75% n'a pas adhéré au programme que l'on a défendu. Et je reviens à l'art de l'humilité. Et c'est de se dire, dans cette démarche-là, nous sommes peut-être le plus grand, mais seul, on n'y arrivera pas. Et donc, on doit aussi entendre que d'autres, et qu'une large majorité citoyenne, je dis 70 à 75%, n'a pas voté pour notre programme, n'a pas adhéré à notre programme. Et donc, il faut pouvoir, à ce moment-là, argumenter, et en argumentant, négocier la distance avec l'autre. Et ça, c'est vraiment capital. Il y a des mécanismes. Hein. Moi, je suis favorable à la dévolution de la case de tête. Je suis dans un scrutin avec une liste plurinominale, favorable à la dévolution de la case de tête, parce que j'estime que l'expression ne se porte pas sur une individualité, mais sur un programme, porté par des individualités, mais sur un programme. Et que ce programme, c'est collectivement que nous l'avons défini. Je ne connais pas les mécanismes de conception des programmes des partis politiques de chaque parti. Est-ce que tu peux peut-être juste en 2-3 mots rappeler le mécanisme ?
Oui, donc la dévolution, donc la manière de voter, il y a deux possibilités de voter. Il y a soit de vous voter ce qu'on appelle la case de tête. La case de tête, c'est vous votez pour en fait une bulle sans nom qui indique que vous adhérez à un programme et à un parti. Soit de vous voter pour un nom ou plusieurs noms sur la même liste. Lorsque vous votez sur la case de tête, la moitié en réalité du nombre de suffrages qui se sont exprimés en case de tête se répartissent sur les premiers dans l'ordre de la liste jusqu'à ce qu'on appelle le seuil électoral. Alors je vais prendre un exemple. 1000 scrutins case de tête, on va prendre 500 scrutins et les 500 vont être répartis sur le premier, puis sur le second, sur le troisième, jusque ce qu'on appelle le seuil électoral. Si le seuil électoral, par exemple, c'est le seuil pour faire un siège, c'est 200, et que le premier a fait 250, le premier ne prendra rien dans la case de tête. Si le deuxième a fait 150, il va prendre 50 dans la case de tête, et puis et ainsi de suite, et donc le solde va... Voilà, je caricature le système, mais c'est à peu près ça. Et donc, à partir du moment où une collectivité a défini un programme, et a défini les personnes dont elle estime qu'elles porteront ce programme, je ne suis pas dans un système individualiste. Alors, ça, à nouveau, on peut changer. Mais si on change, à ce moment-là, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas supprimer la dévolution de la case de tête et passer à un scrutin uninominal. Donc, si on veut aller jusqu'au bout, alors passons à un scrutin uninominal et ne maintenons pas des listes plurinominales. Parce que soit on maintient des listes plurinominales et on considère que les individus sont porteurs d'un programme et donc on vote pour un programme, et donc à travers le parti qu'on soutient, on soutient un programme, soit on considère que l'individu prévaut et on vote dans le cadre d'un scrutin uninominal. L'hybridité entre les deux me paraît compliquée, c'est pour ça que je suis un grand défenseur de la dévolution de la case de tête, et je ne vais pas aller plus loin. Voilà, merci. Je crois que tu peux garder la case de tête, éviter l'effet dévolutif, comme ça tu crées une hybridation, à savoir on valide un programme mais on fait quand même confiance à des individus. Je pense que justement c'est l'hybridation qu'il faut suivre. Mais je crois aussi qu'il y a un problème en Belgique, et de manière générale, moi je suis toujours convaincu que les gens, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils ne font pas confiance. Et aujourd'hui on est dans un système qu'on ne comprend pas. Il y a le jeu des alliances qui est indispensable, on est dans un système proportionnel, donc il y a un mécanisme d'alliance qui est indispensable, qui fait que certaines fois il y a des renoncements, certaines fois il y a des acquis, et aujourd'hui on est des fois dans une subtilité, mais aussi dans une nuance. Et la nuance aujourd'hui a disparu du débat public, elle a disparu des réseaux sociaux, elle a disparu dans les discussions qu'on peut avoir à droite à gauche. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a d'une part un système dans lequel on ne croit pas parce qu'on n'a pas confiance dans le système. Et deuxièmement, il y a plus de nuance. Or, cette nuance est, et je crois que c'est Sophie qui l'a dit tout à l'heure, je pense qu'elle est indispensable pour comprendre un peu déjà un monde qui est complexe de manière générale, et dans un système belge qui est complexe. Donc moi je crois qu'il y a cela aussi, et quand je vois, j'ai été effaré mercredi de la semaine passée, je suis allé dans une école pour une rencontre avec des élèves, et il y a un prof qui avait fait un schéma au tableau pour essayer sur un axe gauche-droite, de représenter les partis. Sauf que ce n'était pas un axe gauche-droite socio-économique, c'était un axe égalité-liberté. Et donc le Vlaams Belang était tout à droite sur l'échelle de la liberté, ce qui m'a quand même fait sourire. Mais alors, il y avait, et je ne suis pas suspect de défendre le PTB, mais le PTB était tout à gauche sur l'égalité. Ce qui, dans le schéma du professeur, disait qu'il n'y avait plus totalement de liberté. Enfin, plus du tout. Alors, sur certains aspects, je pense que je peux le rejoindre, mais, je dis ça, c'est une blague, mais je pense que ce genre d'axe, pour expliquer à des rhétoriciens comment est la politique aujourd'hui, est une catastrophe. Parce qu'en fait, si on les écoute, ça voulait dire aussi que les partis plus à droite de son schéma étaient contre l'égalité. Ça me paraît quand même un peu problématique. Et ce qui me permet, parce que j'ai quand même consulté les positions du CAL avant de venir, je sais que je suis un peu minoritaire, et pas que de ce côté-ci de la table sur le droit de vote, enfin sur son caractère obligatoire, mais je crois que par contre je rejoins à 250% l'idée d'avoir une formation avec des cours d'éducation citoyenne, parce qu'en fait, il faut qu'on explique le système aux jeunes, il faut qu'ils sont les citoyens d'aujourd'hui, mais aussi de demain, et je pense que ça permet justement d'aller plus loin dans la finesse de l'analyse, dans la finesse du système, dans la compréhension de ce système et dans la compréhension du monde. Et quand je vois ce genre de schéma au tableau, où j'ai quand même interrogé les élèves en disant « mais qui a dessiné cette connerie ?» Et ils m'ont dit « c'est notre prof de géo ».
Je dis, mais présentez-moi votre prof de géo, je vais lui expliquer que finalement le monde est un peu plus complexe. Je pense qu'il aurait plutôt fallu partir sur 2, voire 3 axes, expliquer qu'il y a différentes données et qu'on peut se retrouver dans l'égalité, la liberté. Par exemple, je n'ai pas l'impression que mon voisin de droite qui est de gauche, comme ça je fais la même blague que tout le monde, eh bien, il soit foncièrement pour un ou pour l'autre. Je pense qu'il peut être dans la nuance des deux. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, on n'aurait que la confiance vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des élèves, des étudiants, etc. Et je pense qu'il y a un travail, et je le redis, je ne pense pas que c'est en contraignant les gens par le droit de vote à s'exprimer une fois tous les 6 ans ou tous les 5 ans pour un système qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne veulent pas comprendre et auquel ils n'adhèrent pas, qu'on va rendre une adhésion plus grande du peuple et des citoyens vis-à-vis de la politique. Ça, moi, je ne comprends pas. Et j'entendais tout à l'heure, je ne sais plus qui l'a dit que, et je suis désolé de revenir un peu sur la première question, mais que c'est en contraignant qu'on résout le problème de l'abstention. Moi, ça me paraît être complètement, en plus, contraire aux derniers chiffres de 2019, où on voit que même en contraignant, on ne règle pas le problème. C'est que le problème n'est pas là. Et donc, je crois véritablement qu'il y a un problème aussi de confiance, parce qu'il n'y a pas de respect de la parole donnée. Et ça, je pense que c'est quelque chose, quand on donne sa parole, ça commence quand on a 5 ans dans la cour de récréation, on dit « je te donne ma parole, je te promets ». On veut jurer cracher, heureusement on ne le fait plus aujourd'hui. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est le respect de la parole donnée. Et aujourd'hui, il n'y a pas de respect de la parole donnée parce qu'à certains moments, il y a une finesse qu'on doit trouver, qu'on n'a pas su faire 100% de son programme. Si quelqu'un ici autour de la table arrive à assumer, à dire j'ai pu assumer 100% de mon programme, qu'on me le présente parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'en fait le monde est complexe d'une part, mais aussi il y a des fois quand on a donné son engagement, on doit pouvoir le respecter. Et ça décrédibilise énormément le politique de ne pas respecter sa parole, de ne pas respecter ses engagements, et surtout de ne pas avoir une explication derrière de pourquoi on a fait comme ça. Et ça, c'est compliqué, que des fois il faut pouvoir justifier qu'on a voté certaines choses, et je pense qu'on n'est pas toujours tous à l'aise ici avec des choses qu'on vote, parce que des fois, ça fait l'objet de compromis. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile à expliquer, mais très difficile à entendre aussi. Le côté transparence, explication, pédagogie, vous rejoignez votre camarade de gauche, de droite. Ça, ouais. Christophe de Bequela. Moi, je suis assis à gauche, mais de base, je suis au centre. Donc, voilà. Mais on a un problème fondamental. Et pourquoi est-ce que les gens, pourquoi est-ce qu'il y a un problème et que les gens veulent plus voter ou ne sont plus intéressés par la politique? C'est parce que la politique a un problème d'efficacité. La politique, la chose publique, a un problème d'efficacité et de légitimité. Et donc on doit attaquer ces deux problèmes, l'efficacité et la légitimité de la décision publique. Si les citoyens reconnaissent cette décision comme efficace et comme légitime, ils auront de nouveau la confiance dans le fait que la politique peut changer les choses, peut changer le monde, et ils iront voter, et même si le vote est obligatoire, ils voteront avec plaisir, et ils auront un autre lien avec la politique. Et donc comment est-ce qu'on fait ça? Tout d'abord, la question de l'efficacité. Au niveau de l'efficacité, on doit fondamentalement changer notre système. Il faut maintenant se rendre compte on n'est plus capable, avec notre système politique comme il est organisé aujourd'hui, de rester à la page, de fonctionner dans ce monde qui va de plus en plus vite, où les décisions doivent être plus rapides, où les problèmes sont multidimensionnels, sont beaucoup plus complexes. Et donc on doit avoir une administration publique qui est capable de répondre à ça, et un système politique qui est capable de répondre à ça. Concrètement, ça veut dire rénover en profondeur l'administration. On a une administration qui est très sclérosée. Moi, j'ai été chefin dans une commune. Maintenant, je vois comment ça se passe à la région bruxelloise. Il y a un vrai problème de flexibilité dans l'administration, de pouvoir s'adapter aux problèmes, de pouvoir recruter les bons profils. Donc, je pense qu'on doit, par exemple, supprimer les nominations. On doit revoir le statut du fonctionnaire. Aujourd'hui, les nominations n'ont plus rien, ne fonctionnent plus ou n'apportent plus apportent encore une certaine stabilité, mais ne protègent plus le fonctionnaire comme avant. Et ça participe à la politisation de l'administration. Enfin, je pourrais vous en parler très longuement, mais on doit vraiment fondamentalement revoir ce statut du fonctionnaire pour qu'on puisse avoir des administrations plus efficaces. On doit évidemment revoir complètement le système institutionnel belge. Ça fonctionne plus. Je ne vais pas vous faire toute la litanie sur la 9 ministres de la Santé, etc. Mais c'est ça qui évidemment repousse le citoyen. C'est parce qu'aujourd'hui, les responsabilités sont complètement diluées et qu'on y voit plus clair. À Bruxelles particulièrement, vous ne savez plus mener une politique
On sait vraiment, et vous avez plus de visibilité sur la responsabilité de chacun. On l'a vu pendant le Covid, c'était impossible de savoir en fait qui était responsable de quoi. Donc on a là un vrai problème. Alors le problème, c'est que quand on parle de ça, on se dit ouf, mais ça va prendre des années et ça va être très difficile. Il faut des réformes de l'État, etc. C'est vrai. On peut déjà commencer. On est à Bruxelles. On peut déjà commencer par les institutions bruxelloises, par les organismes publics bruxellois. Il y a une lasagne bruxelloise qui a été faite au niveau régional. Je vous donne l'exemple du secteur de l'eau, si vous voulez. Il y a Vivaqua et Hydria, deux gros acteurs qui se font concurrence en permanence alors qu'ils gèrent tous les deux la même eau. Ils ont tous les deux des bassins d'orage dans leur gestion. Et donc, évidemment, ces deux organes doivent être rapprochés et fusionnés. Je peux vous parler du secteur informatique. Vous avez le centre informatique de la région bruxelloise. Vous avez le centre informatique de la ville de Bruxelles, qui est plus grand que le premier. Vous avez les centres informatiques communaux. Vous avez le bras informatique Connect IT de l'administration publique bruxelloise. Donc tout ça est un micmac qui fait que chacun développe ses applications dans son coin. Toutes ces applications après doivent se parler, mais du coup c'est compliqué. Tout ça pour 1 million d'habitants. Donc évidemment, ça sont des choses que Bruxelles peut faire directement, sans demander une réforme de l'État. Je peux vous parler du logement, je peux vous parler de la formation à Bruxelles. Tous ces secteurs doivent être maintenant vraiment revus et simplifiés. Alors ça, c'est pour l'efficacité. Et puis il y a la légitimité. Et la légitimité aujourd'hui, avec le niveau d'information de la population, les nouvelles technologies, l'accès rapide à tout ce qui se passe, les gens ne reconnaissent plus comme légitime un pouvoir politique sur lequel on demande leur avis tous les 5 ans. Ça ne fonctionne plus. Et à raison. Et donc on a essayé la société a essayé de faire de la participation citoyenne avec des petits groupes de citoyens qui se réunissent sur certains sujets. On voit que ça ne fonctionne pas. On l'a vu pour Good Move. La légitimité n'est pas agrandie parce que vous avez, à un moment donné, 50 citoyens qui se sont réunis 3 samedis pour donner leur avis. On voit que ces groupes ces petites commissions, etc., c'est souvent les mêmes qui y vont. On ne touche pas toute la population et donc le reste de la population ne reconnaisse pas la légitimité de ce groupe. Et donc on doit pas arrêter ça, hein, la participation citoyenne à petite échelle dans les communes et pour faire évoluer la réflexion, c'est très bien, et pour ramener des nouvelles idées, mais la décision, elle doit se prendre par référendum. Et donc moi, je suis un fervent défenseur du référendum. On doit installer une culture du référendum en Belgique, comme à la Suisse, où on demande l'avis des citoyens tous les 3 mois sur les grands sujets, et on fait évoluer les sujets comme ça. Ça demande, d'une part, d'instaurer une culture du référendum, donc ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain, parce que, alors tout le monde me sort le Brexit, regardez, on va voir le Brexit, si on fait ça, ben non, pas du tout. Il faut installer une culture sur une période de 5 à 10 ans, avec une feuille de route pour y arriver, où petit à petit, on commence par des petits sujets, etc. On éduque la population, on organise des séances d'information, on explique comment ça va se passer, et petit à petit, en 5-10 ans, on arrive à une vraie culture du référendum en Belgique. Et alors, le référendum, évidemment, décisionnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rigoler. Le problème du référendum jusqu'ici, c'est qu'on demande l'avis à la population, comme en France sur l'Europe, et puis après, 2 ans après, on fait le contraire. Ça, évidemment, ça ne va pas. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un changement mental fondamental, enfin, sociétal fondamental, c'est d'installer cette culture du référendum. Et ensuite, ça va évidemment réintéresser le citoyen à tout le pouvoir politique. Tout le reste, je suis d'accord, effet d'évolutif de la case de tête, il faut enlever, bien sûr. Le décumul des mandats, hein. Moi je suis un fervent défenseur du décumul des mandats. J'étais échevin à Woluwe-Saint-Pierre. Quand je suis devenu député, j'ai démissionné de mon poste d'échevin. C'est maintenant un autre jeune, Alexandre Pirson, un super gars qui est échevin et qui fait ça à fond, super bien. Du coup, c'est une nouvelle personne qui est impliquée en politique, qui touche tout un réseau de citoyens qui étaient moins touchés par mon action, parce que ces gens continuent à me suivre, mais, donc, et connaissent mieux Alexandre, et donc du coup, ça fait 2 personnes plus impliquées, on implique plus de gens en politique. Donc évidemment, il faut le décumul total. Moi, je plaide aussi pour qu'on pense la politique pour que les hommes et les femmes politiques continuent à avoir des boulots à côté de la politique. Je trouve ça très important qu'on continue à avoir un pied dans le concret d'un métier, d'une profession qu'on peut peut-être mettre en pause quelques années, qu'on peut réduire en termes de temps quelques années. Mais moi, j'ai toujours maintenant, j'ai une activité dans la finance que je garde 1 jour par semaine. Alors, je peux le faire, j'ai peut-être un peu de chance parce que c'est une activité qui se combine. Donc, c'est pas grave si quelqu'un arrête pendant 5 ans son activité professionnelle, mais il faut garder un pied et pouvoir y retourner facilement, sinon on a des politiques qui non seulement s'enferment un peu dans leur tour d'ivoire, mais en plus se coupent des réalités et puis ont du mal à imaginer une vie sans la politique, et ça c'est très dangereux. Et alors je terminerai peut-être juste le devis.
Moi, je plaide pour que les hommes et les femmes politiques publie un devis. Qu'est-ce qui crée la confiance entre vous et l'entrepreneur qui rénove votre maison? C'est le devis. C'est le devis qu'il a mis devant vous, et il a précisé ce qu'il va faire, comment il va le faire, et s'il y a un problème, on peut retourner, et il y a une responsabilité qui est créée par rapport à ce devis. Alors, c'est pas facile à faire, parce que le monde est complexe, les choses changent, et que donc, vous pouvez pas annoncer exactement ce que vous allez faire sur les 5 ans, vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire, mais au moins, avoir un format pour tous les hommes et les femmes politiques qui doivent le publier auprès d'un organe transparent, qu'on peut aller consulter avec les mesures qui pour eux sont essentielles et auxquelles ils vont faire un maximum pour y arriver, d'autres qui sont négociables mais qu'ils aimeraient bien. Voilà, on peut être créatif, mais il faut qu'il y ait en tout cas un début de capacité pour le citoyen de vraiment comparer si les choses ont été faites ou pas. Il y a sans doute le bureau du plan ou un organe extérieur qui doit pouvoir évaluer ça à un certain niveau. Même si ça reste simplement informatif, ce côté transparence est essentiel. Et je pense qu'on doit aussi l'appliquer aux taxes. Je pense que quand on reçoit une fiche fiscale, quand on reçoit une demande de paiement d'impôt à quelque niveau que ce soit, il faut qu'on puisse expliquer sur cette fiche ou ce papier aussi à quoi concrètement va servir l'argent pour de nouveau recréer cette légitimité et cette confiance. Merci. Alors, le temps court, et je sais qu'à 45, certains d'entre vous vont devoir tout doucement rejoindre les travées. Je vais peut-être laisser circuler peut-être un peu la parole. Je vais prendre quelques questions comme ça. On va laisser circuler le micro, et puis voilà, vous réagirez chacun un petit peu en fonction de vos réflexions propres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Voilà, moi, intuitivement, je pensais aussi peut-être le vote des étrangers ou des Belges à l'étranger. C'est ceux qui veulent en fait voter, mais qui ne peuvent pas, contrairement au vote blanc ou à l'abstention. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont... ça viendra peut-être. Voilà, ici. Bonjour, je m'appelle Aurélie, je travaille dans le secteur de la jeunesse. Et j'étais auparavant enseignante, donc je suis fortement intéressée évidemment par le droit de vote des jeunes. Et donc, j'ai entendu parler beaucoup du cours de citoyenneté et de philosophie. Pour le moment, voilà, je connais un peu le programme de ce cours. J'ai du mal à voir comment est-ce qu'on va, en plus du flou, je trouve, qui est dans ce cours, intégrer une explication, comme vous proposez, au système institutionnel belge et tous ces niveaux. Mais moi, je me demandais... oui, il faut former et éduquer les jeunes, mais aussi il faut leur donner envie. Donc vous parlez de donner envie aux citoyennes de manière générale, mais comment donner envie aux plus jeunes, donc aux 16-17 ans, qui se sentent encore plus éloignés que tous les autres citoyens et citoyennes du système, comment leur donner à eux et à elles envie, plus qu'aux autres. Voilà. Moi, je suis professeur de philosophie et de citoyenneté, donc je suis amplement d'accord, comme quoi j'ai vu le programme qu'il fallait donner. J'ai eu tendance à ne pas le respecter et ça m'a causé beaucoup de problèmes parce qu'on me dit que je fais de la politique alors que je n'en fais pas du tout, je fais de l'information. Et ça ne plaît pas du tout. Et il y a beaucoup d'écoles qui ont dérogé à la règle de professeur de philosophie. Je peux citer toutes les écoles d'enseignement libre, non confessionnelles et confessionnelles. Toutes les écoles de l'enseignement non confessionnel, libre, non confessionnel, n'ont pas de cours de philosophie. Donc déjà, ça n'existe pas. Le cours libre de l'enseignement confessionnel, ils ont aussi des dérogations. Donc c'est pas sur ce cours-là qu'il faut s'appuyer, ça j'en suis convaincue. Et on a fait un programme de compétences qui nous éloigne complètement du quotidien. Donc je rejoins tout à fait madame. Ce programme n'est pas du tout adapté à ce que vous attendez et ce qu'il faudrait attendre d'un cours de philosophie et de citoyenneté, surtout pour motiver les jeunes à s'investir dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, donc la question des jeunes, la question des étrangers, voilà, je vais une fois commencer par le centre. Je ne sais pas. C'était assez nuancé aujourd'hui. On va dire que c'était... Oui. Non, en ce qui concerne effectivement l'extension du droit de vote aux jeunes, alors j'ai été beaucoup
visé sans me nommer puisque je cumule. Je suis effectivement échevin et député fédéral. Et j'ai notamment dans mes compétences comme échevin en charge l'organisation des élections. J'ai eu à charge l'organisation des élections de 2019 et j'aurai à charge celle de 2024. Dans ce cadre-là, modestement, moi je pense que les 16-17 ans sont peut-être un peu plus éloignés, mais ont en tout cas un critère de rattachement, qui est un critère de rattachement obligatoire, c'est l'école. Et ce qu'on a fait modestement dans notre commune, c'est qu'en tout cas pour le francophone, pour les néerlandophones, j'essaie encore de trouver des partenaires. Exemple concret, le 13 octobre dernier, vendredi dernier, 1 an avant les élections communales, la commune a pris langue avec les 2 Athénées, enfin un Athénée plutôt, et une école secondaire libre confessionnelle. Et on a organisé une séance d'information pendant tout le vendredi après-midi, en partenariat avec le Forum des jeunes, tout l'après-midi pour l'ensemble des classes de 5e et de 6e année secondaire sur le territoire communal. J'ai l'avantage d'avoir une petite commune et donc c'est facile. Mais donc on a eu à peu près 300 élèves qui sont venus, qui ont passé toute l'après-midi et qui ont été informés par le biais parfois d'animations un peu ludiques et puis en essayant aussi de comprendre un peu le système institutionnel, etc. Et on s'est dit, on va prendre cette date symbolique du 13 octobre et on va le faire. Et donc nous l'avons fait et je cherche un partenaire du côté néerlandophone parce que nous avons aussi des établissements d'enseignement secondaire néerlandophones, partenaires similaires au Forum des jeunes, pour faire exactement la même chose avec les 16 et les 17 ans dans nos écoles secondaires néerlandophones. Et ça fonctionne. Il y a une campagne d'information qui est en train de se développer, puisque, vous l'avez dit, il faut, plus le corps électoral est important, plus la représentativité, plus la démocratie est assurée. On aura les 16-17 ans belges, on aura les 16-17 ans européens, puisque pour certains, il faut le savoir, dès l'âge de 16 ans, dans leur pays européen, ils ont aussi le droit de voter. Et donc, ils devront faire le choix du corps électoral de leur pays européen ou du corps électoral belge. On a les plus de 18 ans européens qui peuvent voter soit dans le pays européen d'origine, soit en Belgique. On a, et donc ça c'est juste pour l'Europe, on a effectivement pour les communales, on a les Européens qui doivent s'inscrire, on a les étrangers hors UE qui sont résidents depuis au moins 5 ans sur le territoire belge qui doivent s'inscrire. Heureusement, on ne doit pas réinscrire ceux qui étaient déjà inscrits. Et donc, il y a des campagnes de sensibilisation. Et ça, c'est l'enjeu. J'ai envie de dire, moi, comme socialiste, je suis persuadé que l'égalité ne se gagne pas sans investissement public. Et la charge, finalement, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit informé de ses droits et pour assurer un maximum d'égalité entre les différentes catégories d'électeurs potentiels, c'est l'investissement public et c'est l'investissement que nous ferons, nous, comme commune. Et donc, nous choisissons, et je choisis de le faire comme commune, pour informer, et ce, depuis vendredi dernier et pendant toute l'année, puisqu'il y a des dates butoirs pour s'inscrire, en plus en fonction des scrutins, pour informer, organiser des animations ludiques, travailler, et on travaille avec les centres culturels néerlandophones et francophones aussi, pour insérer finalement ces animations et cette sensibilisation, parce qu'ils touchent d'autres publics que l'administration communale, et pour mettre une conscience finalement du vote, et pour maximiser le nombre d'inscrits en prévision des futurs scrutins. Mais je pense effectivement que pour assurer l'égalité des électeurs, il faut mettre de l'investissement public et nous faisons ce choix. Merci. Oui, on va essayer de faire. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Voilà, de ce côté-là. Mais c'est de. Comme ça, on va pouvoir encore. Je vais être ensemble. Oula, il va bien fort celui-là. On va discuter ensemble. Je vais être très clair. Vous avez posé une question de quel corps électoral est-ce qu'on peut augmenter. Mais en fait, il y a un texte qui a déjà été voté au Sénat et qui attend, parce que c'est les textes alors, nouvelle difficulté, texte bicaméral, donc qui doit encore être validé dans les 2 chambres, c'est le droit de vote des Belges de l'étranger pour les élections régionales. Le texte est prêt. Il ne manque plus qu'un vote à la Chambre. Par exemple, c'est très facile, on peut étendre à nouveau le droit de vote. Moi, je pense que pour les jeunes, comment est-ce qu'on peut aussi les concerner finalement davantage? Il y a un truc qui est génial, parce que je crois que j'ai vu relief sur votre veste. Moi, je suis président de Jeunes et Libres. Voilà, donc désolé pour le jargon, mais je pense que dans les organisations de jeunesse, il y a un truc qui est très bien, c'est les débats apprentis citoyens. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas obligatoires et généralisés dans toutes les écoles? C'est génial, et en plus, ce qui est génial avec ça, c'est que les échevins, les députés, les bourgmestres, ils ne peuvent pas venir. C'est des jeunes ou des mandataires, on va dire, qui n'ont pas une responsabilité trop importante et qui vont à la rencontre des jeunes.
Eh ben, c'est super, pourquoi est-ce qu'on rend pas ça obligatoire? Ben, c'est un vrai débat, mais d'où est-ce que ça vient? Ça vient des écoles. On sait qu'il y a certaines écoles qui sont plus enclines à inviter. Eh ben, par exemple, avec ça, on permet une rencontre et on casse un peu, on brise un peu la glace qu'il y a entre le politique et où on se dit toujours que c'est des monstres à 5 têtes qui sont là dans des bureaux obscurs à Bruxelles. Pas du tout. Ça permet d'aller à la rencontre et des fois de rencontrer un conseiller communal de son bled et de se dire tu viens de Neupré, en l'occurrence je viens de Neupré, c'est pas un bled, mais on se dit voilà, c'est une vraie petite commune parce que Kuckelberg c'est vraiment grand à côté de chez nous, mais c'est une bête proposition, simple pour vous répondre, pour dire comment est-ce qu'on peut concerner davantage les jeunes, voilà, comment est-ce qu'on peut étendre le corps électoral, voilà, avec des choses qui peuvent être faites, ça peut être fait demain, et ça c'est vraiment quelque chose qui est super important. Merci. Oui, tout à fait, le débat apprenti citoyen, j'allais aussi expliquer comme moi aussi comme jeune politique, ça avait été aussi un écolage pour moi aussi d'aller devant des classes, etc. Donc c'est vraiment... et alors l'autre chose, je pense, c'est les réseaux sociaux. Il faut quand même aller là aussi où sont les jeunes, et je pense que s'il y a une chose qui est encore difficile, c'est que bon, maintenant tous les femmes et les hommes politiques sont sur les réseaux sociaux, mais je pense pas toujours de la bonne manière, avec les bons codes pour parler aux jeunes. Et il faut aussi arrêter d'utiliser les réseaux sociaux pour faire des crêpes à la Chandeleur ou pour poser avec son chien. Il faut utiliser les réseaux sociaux pour expliquer. Oui, ils sont occupés, donc ils n'ont pas entendu, mais c'est très bien. Il faut occuper, il faut s'adresser aux jeunes aussi d'une manière pédagogique. Le politique doit se remémorer qu'il a un rôle éminemment pédagogique aussi, d'expliquer les situations, d'expliquer les dossiers. Et ça, je pense, ça attire les jeunes. Si on leur explique, si on leur simplifie les dossiers pour pouvoir leur expliquer sous forme de vidéo un peu dynamique. Merci. Merci. Merci pour votre question, parce que c'est vrai qu'on a été confronté chez Défi à un dilemme lorsqu'on a dû voter le texte proposé par Guillaume notamment sur l'abaissement du droit de vote aux 16-17 ans. Premièrement parce qu'on considérait qu'il aurait été peut-être... Bon, le niveau européen nous imposait de le faire au niveau européen, mais on considérait que c'était peut-être plus intéressant comme premier pas à poser de le faire au niveau communal, parce que c'est quand même le niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, où les jeunes aussi sont les plus actifs au niveau de leurs écoles, de leurs clubs sportifs, au niveau des scouts ou que sais-je. Et donc finalement, ça aurait été le niveau de pouvoir le plus simple finalement, où convaincre les jeunes de l'utilité d'aller voter. Et c'est aussi le niveau de pouvoir où on voit que les décisions qu'on prend au collège ou au conseil communal ont directement un impact sur votre vie quotidienne. Et ça, les jeunes le voient directement. Tandis qu'au niveau européen, c'est très difficile pour un jeune de 16-17 ans de se dire « Ah oui, effectivement, cette directive va avoir un impact une fois que mon pays aura transposé. » Enfin, c'est compliqué à faire comprendre, même pour un adulte. Donc ça, c'est le premier bémol. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on avait conditionné, entre guillemets, notre soutien au texte de Guillaume par le fait qu'il fallait absolument accompagner ce droit de vote d'une éducation. Alors c'est vrai que moi je suis très attachée aux cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, notamment parce que ça permet à tous les jeunes, quelles que soient leurs convictions, les convictions de leurs parents en fait, d'être sur un même pied d'égalité et de recevoir la même information. Maintenant, je peux tout à fait entendre qu'effectivement aujourd'hui le programme ne soit pas nécessairement adapté, ne permette pas aussi un esprit critique aux réseaux sociaux, aux médias, parce que je pense qu'on le fait tous, on essaye d'être les plus pédagogues possibles sur nos comptes Instagram, etc. D'ailleurs, je reçois beaucoup de retours positifs des jeunes qui disent « Merci de nous expliquer ce que vous faites au Parlement, ça nous fait du bien que vous nous expliquiez les choses, etc. » Mais on sait aussi que on essaye de séduire, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, et je pense que les jeunes doivent être protégés par rapport à ça aussi et doivent avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on peut leur expliquer de manière tout à fait objective sur ce qu'on fait au Parlement, mais aussi ce qu'on défend au Parlement. Et il faut protéger finalement les jeunes par rapport à ça. On sait que certains partis dépensent des millions d'euros sur les réseaux sociaux en sponsorisant leurs publications avec
pas toujours des idées qui sont même démocratiques. Donc, avec le PS notamment, on défend l'idée qu'on doit pouvoir limiter les dépenses électorales pour protéger en particulier en fait les jeunes, parce que la première source d'information des jeunes, ce sont les réseaux sociaux, c'est essentiellement TikTok. Et donc, à un moment donné, oui, on doit pouvoir vraiment mettre le focus sur cette éducation, sur cet esprit critique. Et alors aussi pour bondir par rapport au fait de ne plus voir les politiques comme des monstres à 5 têtes, j'aime beaucoup l'image. Je pense qu'on peut aussi rattacher le jeune à la chose publique en célébrant finalement le fait d'accéder à ce droit de vote, avec une cérémonie à la commune où on est invité par les échevins, on leur explique le droit de vote, c'est quoi, que c'est un droit, que c'est un devoir, que c'est aussi une chance finalement de pouvoir s'exprimer. Beaucoup de jeunes ont décrié avec beaucoup de raisons le fait que notamment durant la crise sanitaire, ils ont complètement été mis de côté par rapport aux mesures qui les impactaient directement, qui ont un impact et qui continuent encore aujourd'hui par rapport à leur santé mentale notamment d'avoir un impact terrible. Et bien finalement, avec ce droit de vote, c'est aussi une chance pour eux de se faire entendre. Merci. Oui, merci. Alors, élargir le droit de vote. Moi, je suis tout à fait en faveur de ça, et donc je suis en faveur effectivement du fait que les Belges et étrangers puissent voter pour la Belgique, mais je pense que donc ces gens-là ils sont belges, ils ont le droit de s'exprimer pour la Belgique, mais ils ne vivent pas sur le territoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui vivent sur le territoire ? Prenons Bruxelles. 40% des Bruxellois aujourd'hui n'ont pas le droit de vote pour le niveau régional. Et pourtant, eux aussi, ils ont des poubelles qui sortent le soir, ils doivent se mouvoir dans la ville en voiture, en transport en commun, en vélo, que sais-je. Mais ces gens n'ont pas le droit de décider pour leur environnement. Donc ça, c'est un véritable problème. Donc je pense qu'il faut élargir le plus possible. Et plus on élargit la base électorale, et plus on élargit la légitimité qu'on peut avoir en tant que politique. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Sophie, sur le fait qu'il faudrait le droit de vote des 16-18 ans d'abord au niveau communal. On aurait préféré, on n'a pas réussi à l'obtenir, on a commencé là où on a pu. Mais il est clair pour moi, pour nous, pour Écolo, que la prochaine étape, c'est au niveau communal, puis l'étape suivante au niveau régional et fédéral, et demain le monde. Mais vraiment, je pense qu'il faut qu'on puisse vraiment élargir ce droit de vote le plus possible. Mais ça doit s'accompagner, et là je vous rejoins à nouveau sur la nécessité d'accompagner les jeunes à la citoyenneté, à découvrir le monde dans lequel ils vivent et comment est-ce qu'ils peuvent s'exprimer. Moi j'entends beaucoup, et vous l'avez un peu dit, que les jeunes finalement ils sont très éloignés, etc. Moi je constate quand même dans les rencontres que je fais avec les jeunes, et j'en fais beaucoup, encore demain je rencontre des jeunes services citoyens, et puis je vais rencontrer le même jour Reporter à la démocratie, enfin plein de mouvements. Moi, vraiment, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi, et je le fais tout le temps. Dès qu'on me propose, je dis oui, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Recevoir des classes au Parlement ou aller dans des classes, si c'est possible. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Je me suis perdu moi-même dans mon raisonnement. Oui, ces jeunes que je rencontre, on dit toujours, oui, ils sont éloignés de la démocratie. Mais je vois aussi des citoyens, en fait. Et je trouve qu'il y a une répartition assez cohérente. Un tiers des gens sont intéressés par la politique et vraiment sont engagés. Un tiers s'en foutent complètement de la politique. Et un tiers ne savent pas très bien et aimeraient bien savoir un peu plus. Eh ben, chez les jeunes, je trouve que c'est plus ou moins une proportion qui se retrouve. Ça dépend évidemment des origines, ça dépend des origines socio-économiques, des origines familiales, etc. Mais il y a quand même ça qui apparaît. Donc moi, tout ce qui est évidemment apprenti citoyen, tous ces mouvements, ça permet d'encourager ces jeunes et de faire découvrir à ces jeunes la démocratie. Je crois que c'est un engagement des politiques qu'on doit avoir. Et quand moi j'étais adolescent, j'étais déjà très engagé politiquement. Et je me souviens de m'être fait convoquer, par le directeur de mon école, parce qu'il m'avait expliqué que la politique n'avait rien à faire à l'école. Il m'avait dit, c'était ça. Et effectivement, on n'avait rien qui nous ouvrait à la démocratie, parce qu'il avait peur de la politisation, etc. C'est une erreur fondamentale. La politique pas forcément particratique, évidemment pas particratique, mais la politique doit avoir sa place à l'école. Et puis, il faut pouvoir, que dès le plus jeune âge, alors c'est pas toujours facile, hein. Moi j'ai un enfant de 7 ans éduqué à la démocratie, je peux vous dire que ranger sa chambre, ça passe au droit de vote, hein, ça passe au vote. Hein. Mais il faut vraiment l'encourager parce que c'est important. Voilà. Et Jean-Pierre Kirchhoff,
Mais allez-y. Je vais essayer, mais j'ai des choses à dire quand même aussi. Sûr, donc, alors, sur l'élargissement du droit de vote, je ne vais pas répéter ce que mon voisin dit, parce que je suis tout à fait d'accord. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et sur la présence de la politique à l'école aussi, d'ailleurs. Parce que madame, vous vous excusiez presque tout le temps de dire, mais non, je ne fais pas de politique. Mais si, vous en faites, mais vous avez raison. Il faut faire de la politique à l'école, mais pas au sens évidemment du prosélytisme, comme on dit, ou de la propagande pour tel ou tel parti, bien sûr que non. Mais il faut que la politique soit présente à l'école. Et sur la question, et notamment, mais pas que par le cours de philosophie et citoyenneté, mais si on croit que c'est seulement en expliquant le fonctionnement des institutions qu'on va politiser les gens, là je pense qu'on se trompe. C'est pas du tout ça. Madame, vous avez raison, il faut effectivement leur donner envie. Et leur donner envie, c'est plusieurs choses, mais c'est notamment leur faire comprendre, effectivement, là je suis d'accord avec ce que certains collègues avaient dit au tour précédent, la politique c'est pas qu'aux élections, c'est tout le temps. Il faut pouvoir consulter les gens, il faut leur montrer, particulièrement aux jeunes qui peuvent s'intégrer dans des mouvements sociaux, qui peuvent s'intégrer dans des associations, et ça aussi c'est faire de la politique, c'est très important. Mais je pense que ce qui est très important aussi, c'est de ne pas se moquer d'eux, de ne pas dégoûter les gens. Par exemple, j'ai entendu parler, et c'est très bien, moi je suis pour participation citoyenne, etc., c'est très bien, mais si les gens y vont et qu'ils ont l'impression qu'après finalement tout ce qu'ils ont fait n'a servi à rien, c'est juste pour discuter et puis après c'est quand même les autres qui décident, ça ne va pas du tout. Et donc ça c'est vraiment pour moi très très important. Et j'entendais, on parlait des élections tout à l'heure, quand j'entends, ça c'est surtout aux élections communales qu'on voit ça, mais le dimanche soir, dans les 3/4 des communes, on vous annonce la majorité. Je ne parle pas de celle où il y a la majorité absolue, parce que ça c'est normal. Mais dans les autres, on vous annonce l'accord de majorité le dimanche soir, c'est se moquer des gens, parce que c'est clairement montré que les accords étaient déjà conclus et étaient déjà discutés avant. De temps en temps, une fois, les électeurs décident que mathématiquement c'est pas possible, alors ils sont très embêtés. Mais ça c'est vraiment la meilleure façon de déconnecter les gens de la politique. Et juste une dernière phrase. De manière globale, le discours que j'entends chez beaucoup de politiques, je l'ai encore entendu vendredi dans un débat où j'étais, le fameux discours « oui, mais on fait ça, mais il n'y a pas d'alternative », ça c'est la pire des choses. Si vous voulez déconnecter les gens de la politique, vous dites ça, vous dites aux gens « bah oui, je suis politique, mais finalement, le pouvoir est ailleurs, moi je ne peux rien faire », ça ne va pas. Merci beaucoup. Alors je vais vous proposer peut-être de poursuivre ça autour d'un verre, plus de l'amitié, parce que ça va être peut-être plus sympa et que l'heure tourne. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier. Je sais que pour vous, le temps, il est précieux, mais c'est super important que vous répondiez présent, qu'il y ait un échange, qu'on puisse diffuser ça, qu'on puisse en parler, surtout ouvrir la réflexion. Je trouve que ce genre de climat et de débat, c'est vraiment essentiel pour les prochains mois et pour les échéances et les dangers qui nous guettent. Donc merci, et puis c'était, je pense, la meilleure réponse dans cette semaine un petit peu compliquée pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup.